Bonjour tout le monde. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir aujourd'hui. En plus, c'est notre dernier webinaire. Dans un cycle d'un an, on a fait 10 webinaires et celui-là, c'est le dernier pour clôturer cette initiative qui nous a permis d'échanger sur pas mal de thématiques et aussi avec nos partenaires au niveau du PPI Afrique centrale. Et voilà, donc aujourd'hui, nous allons échanger avec deux réseaux régionaux qui ont été constitués dans le cadre du PPI Afrique. Et donc d'apprendre de leur apprentissage, donc d'échanger avec eux et de voir aussi notre vision, comment nous projetons en tant que PPI au SCAN dans l'avenir, dans le cadre de réseaux régionaux, thématiques ou nationaux. Donc c'est vraiment un moment d'échange et d'apprentissage à travers deux témoignages. Et par la suite, nous allons aussi exposer quelques données que nous avons recueillies lors de notre enquête que nous avons fait auprès de nos OSC nord-africains. Et donc, vraiment, on est ouvert à un débat constructif parce que, comme donc, vous le savez, nous sommes à la deuxième phase du PPI au SCAN. Donc, c'est vraiment le début de notre programme en Afrique du Nord. On a besoin de bonnes pratiques et d'expériences pour savoir là où on va dans l'avenir. Donc, pour pas trop tarder, je vais donner la parole à M. Guillaume de l'Alliance des Grands Singes pour nous présenter donc, le réseau. À vous la parole. On ne vous entend pas, vous êtes en muet. Guillaume, si vous pouvez juste ouvrir votre micro. Oui, effectivement, je l'avais oublié, désolé. Okay. Merci Ouda. Je crois que j'ai à peu près 10 minutes pour présenter l'initiative. À peu près, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. OK, parfait. Alors, je vais vous partager, je pense, mon écran. C'est bon? Vous l'avez? Oui. Oui. OK, parfait. Donc, je me représente Guillaume Tati. Je suis à la base ingénieur de développement rural et que j'ai complété par une formation en gestion de projets de développement durable. Et je travaille au Congo, qui est une association locale au Congo-Brazzaville qui œuvre dans la protection des chimpanzés et des gorilles de la forêt du Mayombe qui se trouve au sud-ouest de la République du Congo. C'est depuis 2014 que j'y suis et accessoirement, je suis actuellement président de l'Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale, qui est un réseau pour lequel je vais vous faire une petite présentation. Donc, je pense que la demande a été de présenter un peu la dynamique de l'Alliance Grand Singe, à la fois son historique, le contexte de sa mise, de sa formation et les réalités que nous vivons actuellement. Tout est parti en fait sur une problématique sous-régionale en Afrique centrale. Je crois que bon d'entre vous avez déjà entendu du bassin du Congo, qui est une géographie au sein du continent africain qui regroupe actuellement 7 pays et qui regorge de ressources naturelles, en tout cas parmi les plus importantes du monde. Donc, il y a les forêts, il y a l'eau, il y a les minéraux, etc. Et les forêts du bassin du Congo regorgent une faune emblématique qui aujourd'hui subit des menaces, etc. Donc, c'est là où nous travaillons. Et cette forêt a une très, très grande importance au niveau mondial. C'est le deuxième réservoir en termes de biodiversité mondiale, malheureusement, qui est toujours mal protégé, puisque par le passé, il y a une grande, grande attention qui était aussi concentrée sur l'Amazonie. Mais on constate quand même depuis 3 ans que l'Amazonie commence à prendre de feu. Et donc, il y a
comme un regain d'intérêt pour les forêts du bassin du Congo. Je le disais tout à l'heure, c'est une région qui a aussi des gros enjeux de développement puisqu'il y a beaucoup de minerais, dont par exemple ce qu'on appelle les terres rares, qui constituent des minerais de valeur contemporaine, notamment la cassétérite, la tantrine, le coltran. Je crois que l'actualité nous abonde déjà de beaucoup d'histoires autour de ces minerais. Et donc, ça se trouve en Afrique centrale. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même des gros intérêts miniers et par ricochet, des intérêts de développement qui sont portés par les États. Attendez, pardon. Oups. Et parallèlement, alors ça revient, je ne sais pas pourquoi, automatiquement ça se remet sur l'autre diapo. Et parallèlement, il y a des espèces emblématiques qui constituent la faune sauvage, qui sont d'importance mondiale. On peut citer notamment le gorille, le chimpanzé, les bonobos. Alors, le bonobo, un cas emblématique, qui est une espèce unique au monde, qui n'existe qu'en RDC. Qui fait partie des forêts du bassin du Congo. Il y a des espèces, Citatunga et d'autres. Et donc, je parlais des paysages et l'importance aussi, notamment les forêts, les tourbières, les savanes, un réseau hydrographique très dense et qui est le deuxième au monde après les réseaux hydrographiques de l'Amazonie. C'est aussi une zone où il y a des plantes médicinales de grande importance à la fois pour l'industrie pharmaceutique mondiale, mais aussi pour les communautés. Sur la faune sauvage, les forêts du bassin du Congo constituent une aire de distribution très importante pour les primates, les espèces de primates, et dont certaines d'entre elles sont endémiques de cette zone-là. Ça part du tarsel qui est, je crois, le plus petit des primates, au gorille qui est le plus grand. Il y en a quasiment 27. Et parmi les 27, on retrouve 7 espèces de grands singes. Enfin, 7 espèces de grands singes dans le monde, dont à peu près 4 qui sont en Afrique centrale. Et ces espèces subissent des menaces, dont une menace qui est très complexe, c'est la menace liée à la chasse qui produit la viande de brousse, puisque certaines d'entre elles sont consommées par les humains, et notamment par les communautés, mais pas que par les communautés, puisqu'on retrouve beaucoup de trafics internationaux dont les ramifications s'étendent même jusqu'en Chine, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Et donc, parmi ces menaces les plus importantes, il y a la chasse qui fournit la viande brousse. Là, je vous donne quelques illustrations de ces menaces. Et je parlais de l'aire de distribution des espèces de grands singes. Donc là, vous avez à peu près la carte d'Afrique centrale. C'est un peu flou, mais on pourra vous partager les éléments, donc vous pourriez accéder aux données, etc. Et donc, on retrouve la plupart des pays des forêts du bassin du Congo, dont notamment 6 qui nous intéressent ici, le Gabon, le Cameroun, le Congo, la RDC, la Centrafrique, le Rwanda. Voilà, donc les 6 pays qui nous intéressent et qui abritent des espèces de grands singes. Et là, on retrouve justement… Il y a un micro qui est ouvert. Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, fermer les micros, s'il vous plaît? OK. Et donc, cette aire de distribution abrite toutes ces espèces dont je vous parle, enfin, pas toutes ces espèces, mais les 4 espèces phares sur les grands singes. Et vous retrouvez là les quelques graphiques. Je crois qu'on n'aura pas le temps de commenter puisque je n'ai que 10 minutes. Donc, je vais pouvoir surveiller quelques aspects et puis on mettra à votre disposition les diapos et vous pourriez prendre connaissance un peu plus approfondie. Là, je vais
voulu quand même vous faire un petit panorama des taxons, des grands singes qui existent. Là, vous retrouvez 9 espèces, 9 espèces et sous-espèces, parce qu'il y a, par exemple, si je prends dans la branche, vous avez des sous-espèces qui sont en train d'être trouvées, notamment la dernière, qui est l'espèce du chimpanzé Nigeria-Cameroun, qui est partagée dans la vallée frontalière au sud-ouest du Cameroun et au sud-est du Nigeria. La problématique de conservation en Afrique centrale est fondamentalement dominée par une ligne de fond qui est celle des aires protégées. Et le constat est que les aires protégées ont été érigées. Malheureusement, les espèces comme les espèces de grands singes ne sont pas soumises à ce dictat d'aires protégées, et la plupart d'entre elles se retrouvent en dehors des aires protégées, dans notamment une étude de WSS qui date, je crois, d'avril 2017, qui en a fait état, qui a même émis l'hypothèse que 60 à 70%, ou je crois même jusqu'à 80% de gorilles et de chimpanzés vivaient en dehors des aires protégées. Et donc là, ça commence déjà à donner une problématique de protection en dehors des aires protégées, qui sont généralement des zones peuplées par les communautés aussi, et qui, à travers la ligne de fond de la stratégie des aires protégées, qui était prise en compte comme étant des zones PFI, mais pas suffisamment protégées pour pouvoir assurer une protection maximale des grands singes. Et ce constat nous a emmené, nous, les ONG locales en Afrique centrale, de pouvoir s'interroger sur justement les leviers qu'il fallait utiliser pour augmenter la protection des grands singes. Je voudrais quand même signaler un fait qui est important, qui est vraiment justement de ce constat, et que par rapport à ces stratégies direction des aires protégées, la plupart d'entre elles sont gérées par des ONG internationales. Ça, c'est le contexte de l'Afrique centrale. En tout cas, je vous décris le contexte de l'Afrique centrale. Dans la plupart des États, il y a une grande coopération qui est engagée avec les grandes agences de conservation à l'échelle internationale pour pouvoir justement gérer ces aires protégées. Et ce constat emmène aussi à se dire, les grandes ONG internationales prennent la plupart des aires protégées. Malheureusement, les ONG locales sont mises en marge de ces dynamiques de gestion des aires protégées et se retrouvent, la plupart d'entre elles, dans les zones communautaires, quoique dans les aires protégées, et il y a aussi des dynamiques communautaires, mais la plupart, en tout cas, des ONG internationales se trouvent en marge des aires protégées. Et malheureusement, se retrouvent par ce fait dans des zones orphelines en termes d'attention apportée sur la conservation. Et ceci emmène justement à constater un faible contenu local et communautaire dans les dispositifs qui sont mis en œuvre à l'intérieur des aires protégées et en dehors des aires protégées. Les acteurs locaux étant en bout de chaîne, généralement utilisés en bout de chaîne des dynamiques de conservation, comme étant simplement des enquêteurs qu'on utilise pour pouvoir faire des enquêtes, etc. etc. Et la valorisation de ce travail est faite par les ONG internationales qui tiennent les dispositifs de conservation. Les savoirs locaux et les cultures endogènes ne sont pas suffisamment intégrés dans ces dispositifs officiels. Il y a comme une distorsion aussi de collaboration que nous avons constatée entre les ONG internationales et les ONG locales, puisque effectivement, il y a une proportion de poids politique, de poids financier, de poids en termes d'outils utilisés, etc. Et les grands singes, je l'ai évoqué tout à l'heure, n'ont pas de territorialité
strictes qui sont alignés aux limites des aires protégées. Et donc, la plupart d'entre eux se retrouvent en dehors des aires protégées. Et tous ces constats nous ont mené, nous, ONG locales travaillant dans les forêts du bassin du Congo, de pouvoir exprimer un besoin certainement d'échanger, de pouvoir augmenter un peu notre travail au quotidien, etc. Et ça a commencé il y a 5 ans, en 2015, à la faveur justement du dispositif du PPI, qui, heureusement, finançait toutes ces ONG et qui nous a permis de nous connaître entre nous, de pouvoir commencer à assurer une certaine visibilité d'abord individuellement et à travers le PPI d'exprimer le besoin de se mettre en place, plutôt de se mettre en réseau et de pouvoir fonctionner en chaîne et en groupe. Et ces pays, plutôt ces ONG, se retrouvent dans 4 pays pour l'instant. Il y en a 6 à l'initiative de la construction du réseau. Aujourd'hui, nous sommes 7. Et donc, ces 4 pays, c'est le Congo, le Cameroun, le Gabon et la RDC. Et les 6 à l'origine étaient RUDEF au Cameroun, TFRD, Tropical Forest and Rural Development au Cameroun, et puis c'est complété l'ONG SECACO. Et en RDC, il y en avait 2, donc ils y sont toujours. Il y a Gasseb et Mbumutur, mais il y a 2 autres ONG qui sont actuellement en RDC, qui sont plutôt dans la géographie autour du parc de Virunga, qui ont manifesté l'intérêt de pouvoir rejoindre le réseau. Et au Congo-Brazzaville, il y a l'ONG ESI Congo, et puis au Gabon, le programme. Ces ONG ont fait un constat qui était un constat partagé par rapport à leurs propres problématiques, qui était que leur contribution n'était pas suffisamment prise en compte dans la valorisation du travail qui était fait par la société civile au niveau de conservation. Malgré le fait qu'ils interviennent dans des contextes différents, des contextes qui sont assez spécifiques, mais nous avons constaté qu'il y avait une similarité des situations et des problématiques à la fois organisationnelles, techniques et fonctionnelles qui nous traversaient. Et nous avons constaté aussi qu'il y avait une certaine faiblesse au niveau des démarches techniques que nous avons engagées pour pouvoir assurer notre travail de conservation. On a constaté aussi que nous n'étions pas crédibles auprès des bailleurs de fonds. Et puis, au niveau de nos différents États, nous n'avions pas assez de légitimité pour pouvoir peser sur les décisions qui étaient prises, à la fois à l'échelle des localités où nous travaillons, mais aussi à l'échelle nationale. Et nous n'avions pas suffisamment de poids pour pouvoir peser. Et puis, autre constat majeur que nous avons fait, c'est qu'il y avait une absence de structuration et d'organisation de ces ONG, de ces acteurs locaux, au niveau à la fois de nos nations, mais au niveau de la sous-région. Je vais vous passer des commentaires sur les différentes ONG parce que ça va prendre un peu de temps. Je vous ai déjà parlé de ces ONG et vous avez là les profils qui les caractérisent, mais puisqu'on va mettre à votre disposition les diapos, donc vous aurez le temps de pouvoir prendre connaissance. Oui, effectivement, Guillaume, vous pouvez partager avec nous après la présentation avec tous les détails qu'on peut voir. Et si vous pouvez peut-être aller vers un petit peu la conclusion, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Parfait. Merci. Alors, vers la conclusion, attendez. Alors, ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que cette expérience de réseautage des acteurs locaux au niveau de l'Afrique centrale en ce qui concerne la conservation des grands singes est une première expérience dans ce paysage et nous le vivons, nous, acteurs qui sommes concernés, comme étant une démarche d'expérimentation, puisqu'il y a
beaucoup d'apprentissage que nous faisons. C'est pour une première que ces acteurs puissent travailler en groupe ou en réseau. Et comme nous ne sommes pas dans la même géographie, et donc on est quand même soumis à des enjeux de télétravail, la plupart des réunions que nous faisons se fait via des supports comme et donc, ce n'est pas toujours facile. Il se pose aussi des problèmes de réactivité des membres. Et ça, par rapport justement à l'urgence auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas toujours facile de pouvoir travailler. Il se pose aussi des problèmes de gouvernance en termes d'outils les plus efficaces pour pouvoir travailler en mode collaboratif avec 4 pays, 7 membres. Et ce n'est pas toujours facile pour prendre les décisions, mais on y arrive toujours. Mais ça fait partie aussi des difficultés, des enjeux cruciaux que nous rencontrons. Et donc, voilà, je pense que je vais vous laisser plutôt vous poser des questions par rapport à notre expérience qui pourrait éventuellement combler vos besoins, vos attentes. Et puis, il y a Franck qui est là, je pense, sur les aspects financiers. On est prêt à pouvoir partager avec vous spécifiquement sur un certain nombre d'enjeux qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Malheureusement, on n'est pris par le temps et on peut vous partager les diapositives. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup pour cette riche présentation. On aura l'occasion dans le débat pour poser les questions, rentrer dans les détails et on va partager donc la présentation avec tous les participants. Merci beaucoup. Là, je vais donner la parole à Alexandre pour nous présenter donc l'Alliance Rastoma. Et bonjour à tous. Alors, je vais récupérer l'écran. Je ne peux pas démarrer pendant qu'un autre participant partage son écran. Peut-être, Guillaume, tu peux arrêter la partage. C'est la même que je suis en train de faire. Super. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Super. Donc, très rapidement, pour me présenter, donc, je suis Alexandre Girard. J'ai une formation au départ de vétérinaire. Et puis, très rapidement, j'ai souhaité travailler sur la faune sauvage en Afrique. Donc, j'ai commencé En fait, j'ai créé des projets. Et le premier projet que j'ai créé en Afrique centrale, au Congo, était un projet tortue marine qui s'appelle Renatura et qui s'est bien développé depuis. Et donc, je travaille maintenant en Afrique centrale sur les tortues marines depuis 20 ans. À côté de ça, j'ai une casquette de chercheur, c'est-à-dire que je suis rattaché à l'université Paris-Sud-Orsay. Et mon travail universitaire, c'est plutôt sur les aspects de biodynamie, de dynamique des populations et indicateurs de suivi et de conservation. Voilà. Mais là, aujourd'hui, je vous parle en tant que président du réseau Rastoma, donc le réseau des acteurs de la sauvegarde des tortues marines en Afrique centrale. Alors, pour vous rappeler rapidement sur quoi on travaille, nous, c'est les tortues marines. Alors, en Afrique centrale, on a 5 espèces de tortues marines, la tortue luth, la tortue olivâtre qui pondent régulièrement sur les côtes d'Afrique centrale. Et on a également les tortues vertes, les tortues kawan, les tortues imbriquées qu'on trouve essentiellement sur des herbiers ou des zones rocheuses en phase d'alimentation, donc alimentation côtière. Donc, c'est un contexte un peu différent du vôtre, puisque vous avez surtout donc de la kawan, un peu de verte et un peu de luth. Donc, nous, on a 5 espèces et nos espèces qui nidifient sont la tortue luth, la tortue olivâtre et un peu la tortue verte. La tortue imbriquée nidifie à Sao Tomé et Principe, c'est sur les îles, et donc c'est dans une zone très limitée. Alors, pour vous rappeler aussi l'Afrique centrale, à quoi ça correspond, donc souvent l'Afrique atlantique, on la divise entre Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, c'est donc le sud de l'Afrique de l'Ouest et ça couvre le Cameroun, Sao Tomé et Principe, Guinée équatoriale, Gabon et les 2 Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Alors, les espèces de tortues marines, bon, en fait, on dit tortues marines, mais finalement, c'est un groupe d'espèces assez variées. Là, je vous ai mis cette diapo où on voit déjà les différences de morphologie, de taille. Et pour les espèces de tortues marines, au-delà de l'apparence, il y a aussi des grandes différences de biologie. Donc, on a des espèces carnivores, des espèces herbivores, des espèces qui voyagent beaucoup, d'autres espèces qui sont plus sédentaires. Et si on doit résumer le cycle de vie des tortues marines, donc je vous ai mis ce schéma. Donc, les tortues marines pondent sur les plages de sable, plutôt la nuit. Elles déposent leurs œufs. Après une période d'incubation d'environ 2 mois,
Les bébés tortues regagnent la mer, ont une nage automatique dans un premier temps, puis après dérivent avec les courants, se développent dans l'océan. Et à un certain stade de développement, à une certaine taille, les tortues marines rejoignent les côtes pour se nourrir le long des côtes pour les espèces herbivores. Les espèces carnivores continuent à chasser dans l'océan. Et puis vient l'âge de la maturité sexuelle et les tortues s'accouplent souvent à proximité des plages de ponte et seulement les femelles atteignent la côte et donc atterrissent sur les plages pour pondre. Donc voilà, nous, quand on voit les tortues marines, en fait, l'homme voit les tortues marines souvent dans deux contextes. Lorsque les tortues pondent sur les plages et lorsqu'elles tombent dans leur filet. À peu près, au départ, c'est ça les deux moments de rencontre des tortues marines pour les populations côtières. Et là, je vous ai mis sur ces cartes, donc pour les différentes espèces, les zones de ponte en fonction de l'espèce. Donc, au Gabon, Congo, on a un hotspot de ponte des tortues luttes. C'est maintenant le site le plus important pour les pontes de tortues luttes au monde, puisque les autres ont diminué. Et le nombre de pontes de tortues luttes au Gabon et au Congo est tel que maintenant c'est devenu le premier site de ponte au monde. Donc on a une priorité de conservation là-dessus. Les tortues olivâtres pondent tout le long du littoral d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, de façon plus dispersée, avec pas vraiment de hotspot. Les tortues vertes également pondent un peu partout. Et alors il y a quelques hotspots, les îles, notamment dans l'archipel des Bijagos, l'île de Poilao, et à Sao Tomé et Principe et à Bioko en Afrique centrale. Et après, on trouve également les tortues imbriquées, les tortues kawan, qui sont plus anecdotiques. On a quand même une priorité de conservation sur les tortues imbriquées à Sao Tomé et Principe, puisqu'il faut savoir que c'est la dernière population nidifiante d'Atlantique Est, donc d'Afrique de l'Ouest, et on évalue le cheptel des femelles à 50 individus. Donc, si on perd ces 50 individus, on aura perdu la sous-population tortues imbriquées d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Alors, pour en venir au sujet, les réseaux, donc nous, on travaille en réseau. Et qu'est-ce qui nous amène à travailler en réseau? Réseau d'acteurs société civile, c'est la biologie des tortues et leur biogéographie. Parce que donc, je vous ai mis ces cartes. Alors ça, c'est le résultat de tout ce qu'on sait sur les tortues marines et des travaux de recherche. On a publié ça dans PLOS ONE dans les années 2010. Et donc, raisonner la conservation des tortues marines et la biologie des tortues marines, ça ne se fait pas à l'échelle nationale, ça ne se fait pas à l'échelle sous-régionale, mais ça se fait à l'échelle quasiment océanique. C'est-à-dire qu'on a des unités régionales de management et la seule échelle efficace pour aborder la conservation des tortues marines, ce sont ces unités régionales de management, unités régionales de gestion. Et donc, les chercheurs ont établi des cartes, alors qui sont en constante évolution, parce qu'avec l'amélioration des connaissances et l'évolution, changement climatique, ces cartes évoluent. Mais c'est la base, disons que c'est la base scientifique de nos approches de conservation, ces unités régionales de management. Et si vous prenez par exemple la tortue lutte, là, les grandes aires marron sur la carte en haut à gauche, sur le diaporama, vous voyez que les tortues, si on pense aux tortues luttes en Afrique centrale ou en Atlantique Est, en fait, on ne peut aborder le sujet qu'à l'échelle d'un demi-bassin océanique, tout l'Atlantique Sud, qui va de l'Amérique du Sud à l'Afrique ouest, centrale et la zone de la Namibie également. Donc voilà, donc en fait, ça c'est la base scientifique de nos approches de conservation efficaces et donc ça implique de travailler en réseau. On n'a pas le choix, c'est pas la peine de travailler chacun dans son coin si on ne dialogue pas, la seule approche efficace c'est de travailler en réseau. Alors on a d'autres raisons de travailler en réseau, c'est que en fait en Afrique centrale, il y a des ONG dans chaque pays qui travaillent sur les tortues marines, mais finalement elles sont exposées aux mêmes problématiques, aux mêmes menaces. Et les menaces principales en Afrique centrale, la première menace, c'est le braconnage des femelles. Il y a des lois dans les pays, mais elles ne sont pas respectées et elles ne sont pas appliquées. Et il y a peu de mise en application des lois par l'État. Donc, les femelles sont braconnées pendant leur ponte, les femelles sont tuées, les œufs sont collectés. C'est encore très fréquent. Et donc, les organismes de la société civile qui protègent les tortues marines, une de leurs activités, c'est de dissuader les populations côtières de consommer ces œufs et ces femelles. On a également un grand nombre de captures accidentelles dans les filets de pêche artisanaux. On a la destruction de l'habitat et l'artificialisation des côtes, puisqu'il y a des ports qui se construisent, les villes grandissent très vite, il n'y a pas de plan d'urbanisme,
l'urbanisation est galopante et un peu anarchique. Donc, les habitats côtiers utilisés par les tortues marines sont menacés et en cours de destruction ou d'artificialisation. On a aussi de la pollution océanique et on a des effets du changement climatique, ce qui amène à l'érosion des plages, notamment disparition des plages de ponte, dégradation des sites de ponte et dégradation des sites d'alimentation. Donc, en fait, avec notre contexte, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des ONG, il y avait des ONG dans les pays d'Afrique centrale qui travaillaient sur les tortues marines dans les 6 pays d'Afrique centrale, mais elles travaillaient chacun dans leur coin et finalement, elles travaillaient chacun dans leur coin sur des problématiques communes et sur des espèces qui ne connaissent pas les frontières. Donc, c'est ça qui a motivé la création d'un réseau Rastoma qui couvre 6 pays d'Afrique centrale, dont je vous ai parlé un peu plus haut. Là, je vous remets la carte. Voilà, donc on couvre les 6 pays d'Afrique centrale qui ont un littoral sur l'Atlantique. Alors, on a des raisons biogéographiques aussi de travailler à cette échelle parce que finalement, les tortues circulent, mais elles sont quand même limitées par des frontières biogéographiques. Et notamment, on peut citer parmi ces effets de frontières en Afrique centrale, les grands fleuves. On a le fleuve Congo au sud qui crée une barrière naturelle au passage des tortues. Et on a le fleuve Niger au nord qui, en fait, font les bordures de notre zone d'action. Alors, le Rastoma, c'est quoi? Actuellement, c'est 11 organisations qui travaillent dans les 6 pays d'Afrique centrale. Donc là, je vous ai mis les noms. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Internet. Et donc, ce sont toutes des organisations de la société civile. On est un réseau société civile, c'est notre identité. Voilà, on n'est pas un réseau d'aires marines protégées. Comme le disait Guillaume, c'est valable pour les singes, c'est valable pour les tortues. Les tortues ne sont pas spécifiquement dans les aires marines protégées. Ce ne sont pas des espèces territoriales. Elles circulent beaucoup. Donc, l'approche aire marine protégée, elle est utile, mais elle n'est pas suffisante pour protéger les habitats des tortues marines. Et c'est pour ça que c'est important que la société civile soit organisée. C'est qu'elle complète les approches territoriales de type réseau d'AMP. Et c'est vraiment utile pour ces espèces. Et c'est certainement la seule façon de faire pour ces espèces, de faire un travail conjoint entre les réseaux territoriaux type aire marine protégée et les réseaux humains type société civile. Et en travaillant conjointement, je pense que c'est la bonne approche. Alors, les membres du Rastoma, on a 2 types de membres. Alors, je vais en venir un peu plus à la gouvernance parce que ça, je pense que ça peut vous intéresser. C'est, je pense, un peu le sujet aujourd'hui, voir comment on fait et est-ce que c'est réplicable ailleurs. Donc, nous, on a 2 types de membres. On a les ONG membres, les organisations de la société civile qui sont membres du réseau, vous les avez à gauche. Et on a aussi la possibilité d'avoir des membres individuels, c'est-à-dire que on a des membres individuels qui sont des personnes qui, en tant qu'individus, s'investissent dans le monde des tortues marines. Ça peut être des académiques, ça peut être des gens de l'administration. Ils ne sont pas leaders d'OSC, d'organisation de la société civile. En revanche, ils souhaitent s'investir dans le réseau. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ces 2 types de membres. Et dans la gouvernance de l'association, ces 2 types de membres n'ont pas le même poids. C'est-à-dire que les membres société civile, organismes de la société civile ont une part prépondérante dans la décision. Quand on vote les décisions stratégiques, c'est avant tout les organisations membres qui décident. Les autres sont là plus dans un rôle de conseil et d'information. Donc, le Rastoma est dirigé par une équipe. Donc, le board du Rastoma, le conseil d'administration, et là, je vous ai mis les différentes personnes qui sont dans le conseil d'administration. Donc, moi, je suis Alexandre, je suis l'Européen de l'équipe. Il faut bien voir que notre conseil d'administration, c'est un conseil d'administration africain. Donc, il y a Isidore Aïssi, le vice-président, il y a Samuel, qui est le secrétaire, il y a Rodrigue Ngafa, qui est le vice-secrétaire, on a Xavier Njamo et Johanna Hancock, et on travaille avec une permanente, donc notre salarié, qui est Ursula Kumbo, et qui est basée dans les mêmes bureaux que l'Alliance Grand Singe, à côté de Franck, et donc qui s'occupe du fonctionnement du réseau au quotidien. Donc Ursula Kumbo, qui est à Yaoundé au Cameroun. Alors, on s'est doté aussi d'un conseil scientifique parce qu'on aborde beaucoup de sujets qui nécessitent de la science et on veut faire de la conservation fondée sur la science. Donc, voilà, on a fondé un conseil scientifique et ce conseil scientifique, il n'est pas du tout limité. C'est-à-dire que c'est un conseil scientifique international et tous les scientifiques qui sont volontaires pour passer du temps et conseiller
les OSC sont le bienvenu dans notre conseil. C'est à titre bénévole. Et actuellement, on a 20 membres dans le conseil scientifique qui peuvent être des Africains, des Européens, des Américains, des Australiens, des gens du Maghreb et d'Afrique du Nord. Voilà, tout c'est complètement ouvert. Et donc, il y a des gens de Tunisie, par exemple, il y a des gens d'Italie, il y a des gens des États-Unis. Voilà. Et on a, alors, à la fois, ça va de la recherche appliquée, des scientifiques qui sont proches du terrain, à des gens qui sont très loin du terrain, mais qui sont très importants au niveau international. On a notamment les responsables du groupe de spécialistes, tortue marine de l'IUCN, Paolo Casale et Rod Mast. Voilà. Alors, je vous ai mis dans la diapo suivante un peu d'images parce que ça parle peut-être plus que les grands discours. Voilà, ça c'est en haut à gauche, vous avez le Rastoma en 2015. À droite, en haut, vous avez le Rastoma en 2016. En bas à gauche, vous avez le Rastoma en 2018. Et en bas à droite, vous avez le Rastoma plus Watscon, le réseau d'Afrique de l'Ouest, en 2020. Donc voilà, on se développe. Chaque année, il y a de plus en plus de membres, de plus en plus de personnes impliquées, de plus en plus de bénévoles, et on est vraiment dans une bonne dynamique. Alors notre dynamique, nous, Rastoma, c'est l'Afrique centrale. Clairement, c'est la société civile d'Afrique centrale. Et très rapidement, quand on a commencé à avoir une dynamique attractive, on a des gens d'Afrique de l'Ouest qui sont venus vers nous et qui nous ont dit on veut rentrer dans le Rastoma. Et là, on a eu un débat stratégique dans la gouvernance du Rastoma et on s'est posé la question est-ce qu'il faut accueillir les gens d'Afrique de l'Ouest dans le réseau? Et très vite, on s'est rendu compte, on a décidé à la majorité qu'on souhaitait rester proche du terrain et donc d'avoir un champ d'action géographique limité et se limiter à l'Afrique centrale. On s'est dit que si on s'étendait trop vite, et on risquait de se perdre et de s'éloigner du terrain, donc on n'a pas souhaité ça. En revanche, on s'est dit qu'il fallait quand même aider ces initiatives d'Afrique de l'Ouest et donc c'est là qu'un raisonnement important est né. C'est né à partir de 2016-2017, ce raisonnement-là, et on s'est dit on va soutenir l'émergence de réseaux frères. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'allait pas accueillir en notre sein des gens d'Afrique de l'Ouest, mais qu'on allait aider les gens de l'Afrique de l'Ouest à développer leur propre réseau. Et donc, ça, c'est une dynamique dont je voulais vous parler parce que donc, on est parti de notre expérience et on a partagé notre expérience pour aider à l'émergence d'un réseau frère qui s'appelle WATSCON, ça veut dire West African Sea Turtle, pardon, j'ai inversé le SLT, Sea Turtle Conservation. Donc, WATSCON, c'est un réseau qui couvre les pays qui sont juste au nord de l'Afrique centrale, donc Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria. Comme nous, ils couvrent que 6 pays, donc qui sont proches du terrain. Et on les a aidés par 2 réunions, notamment une réunion qui s'est tenue, une première réunion de lancement de l'initiative de réflexion stratégique avec eux, soutenue par l'IUCN PACO et le PPI. Et donc ça s'est tenu à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Ça, c'était en novembre 2018. Et puis après, ça a débouché sur une réunion de constituantes, c'est-à-dire vraiment la création de leur réseau à Lomé en novembre 2020 au Togo. Et qu'est-ce qui s'est passé au Togo? En fait, au Togo, à la fin de l'année précédente, là, 2020, on a fait un congrès conjoint WATSCON-Rastoma, c'est-à-dire que le réseau Rastoma qui existe depuis 2012 et le réseau WATSCON qui est en train de naître se sont réunis au même endroit. Et donc, en se réunissant au même endroit, ça nous a permis de servir de courroie d'entraînement, d'échanger et de renforcer leur dynamique pour appuyer l'émergence de leur réseau. Et donc, voilà, on s'est réunis à très nombreux. Donc, dans la diapo précédente, je vous avais mis la photo en bas à droite, là, c'est cette réunion-là. Donc, on était 70 à Lomé, au Togo. Et nous, Rastoma, on a fait notre assemblée générale et on a organisé un renforcement de capacité sur des sujets jugés prioritaires par les membres des 2 réseaux. Et WATSCON a fait son assemblée constituante et a porté sur les fonds baptismaux le nouveau réseau. Donc voilà, ça c'est une dynamique qu'on a. On est là pour soutenir l'émergence de réseaux frères avec une vision plus large que l'Afrique centrale, mais on ne veut pas aller au-delà de l'Afrique centrale au nom du Rastoma. Et donc, on a fait la même chose en Afrique du Nord, c'est-à-dire qu'en dialoguant avec certaines personnes d'Afrique du Nord, notamment de Tunisie, est née l'idée de faire émerger un réseau en Afrique du Nord. Et donc, ce réseau qui s'appelle NASTNet, North African Sea Turtle Network, est en train de naître là. Il y a eu une première réunion d'émergence en juillet 2019 avec l'appui du WWF. Et là, récemment, j'ai eu un message de NASTNet comme quoi ils avaient eu un financement et qu'ils travailleraient avec le Rastoma, Medpan et le SPARAC
pour développer leur action grâce à ce financement. Donc ça y est, le réseau NASNet existe. Je pense que ce sera important qu'il y ait un dialogue entre PPI et NASNet. Mais voilà, donc je servirai de courroie de transmission de l'information. Je serais ravi de vous aider là-dessus. Voilà, donc il y a ce réseau qui émerge. Alors, c'est une initiative d'Afrique du Nord avec un soutien, un appui du Rastoma qui en fait prend la forme d'un échange d'expériences et on se met à la disposition des réseaux frères pour les aider à structurer leur gouvernance et leurs actions. Alors tout ça pour dire c'est quoi? C'est que quelle est la... On n'a pas encore beaucoup de temps. D'accord, je m'arrête. Oui. Ouais, je décris ça. Finalement, la vision globale, c'est ça, c'est une vision panafricaine. C'est-à-dire que le Rastoma va rester en Afrique centrale, mais il souhaite qu'il ait des réseaux frères pour être capable, quand c'est nécessaire, de pouvoir adresser des sujets de conservation et des problématiques environnementales à une échelle supérieure. Et pour qu'on puisse faire ça bien, l'idéal, c'est cette vision avec des réseaux à échelle humaine qui couvrent un nombre de pays limité, mais qui sont capables de se mobiliser ensemble. Et si on regarde la carte, là, donc on a un réseau en Afrique centrale, on en a un en Afrique de l'Ouest, Watscon, on en a un maintenant en Afrique du Nord qui est en train d'émerger, NASNet, et il en manque un dans la zone nord de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je reste disponible pour les questions. Je vous partagerai le diaporama et merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, c'est très, très riche. Et on va arriver, on aura beaucoup de questions à vous poser. Et c'est juste, je suis en train de voir le programme et comme ma collègue Hélène elle ne peut pas rester avec nous jusqu'à la fin, donc il y aura un petit changement de programme. On va peut-être continuer avec une autre présentation sur les résultats de l'enquête et on va laisser le débat à la fin pour les questions sur toutes les présentations. Ça te va, Hélène? Parfait pour moi. Très bien. Vas-y. Je vais reprendre le contrôle de l'écran. Il faut que j'attende Alexandre. Du coup, si vous pouvez retirer. Pardon, je fais la même chose. Voilà. Donc, voilà, c'est bon? Vous voyez l'écran? Non, on ne voit pas, Hélène. Encore. Oui, maintenant, oui. Donc, c'est simplement pour vous présenter un peu les données sur base de l'enquête qu'on a envoyée à toutes les OSC pour voir un peu leur perception sur les réseaux. Donc, on va reprendre un peu les différentes questions auxquelles vous avez répondu. La première, c'était une question ouverte. On demandait un peu pour vous, qu'est-ce qu'un réseau? Donc, il y a eu pas mal de convergences entre les réponses. Premièrement, créer des contacts, ça c'est revenu souvent. C'est en lien avec créer des partenariats, renforcer des relations sociales également, pas uniquement techniques. Tout ce qui est échange d'informations, moyens de communication. L'utilité de créer un consortium d'organisation. Travailler ensemble pour une cause commune. Recevoir un appui d'autres organisations. Donc, pas seulement un échange, mais également un soutien. Et une ouverture vers de nouvelles thématiques, technologies, toute ouverture vers l'innovation, on va dire. Et finalement, comme dernier point, était mentionné la complémentarité entre acteurs. Donc, il n'est pas spécialement obligé que ce soit un réseau avec que des organisations du même domaine. Il peut y avoir aussi certaines complémentarités entre les membres du réseau. Et cette question-là nous amène directement à la suivante, où on vous demandait quelle est pour vous l'utilité d'un réseau, en mettant la première utilité jusqu'à la 5e. Alors, l'utilité qui a été le plus souvent mentionnée comme première utilité d'un réseau, la principale, c'est un réseau comme lieu d'échange et de partage. Donc, vraiment, partage d'informations, de données. Et comme autre utilité, premièrement, a été mentionnée, mais dans un moindre proportion, le fait de ressentir une appartenance à un groupe et le fait que ça soutient l'innovation et la collaboration. Après, dans les utilités secondaires, tertiaires ou même quatrième utilité, on a
plutôt les autres aspects. Donc, comme on a dit, obtenir plutôt des conseils, ressentir ses motivations de groupe et pour être visible également. Et l'utilité qui a le moins été, enfin, qui a souvent été le plus mentionnée comme cinquième utilité, donc peut-être la moins fréquente, c'est la visibilité. Donc, augmenter la visibilité de votre organisation à travers un réseau. Donc, si on reprend, voilà, c'est le résumé de ce graphique. On voit que, de manière générale, un réseau, votre perception, c'est la plus grande utilité d'un réseau pour votre association, c'est le partage d'informations entre les différents membres du réseau. Quand on vous a demandé avec quel acteur vous voudriez être en réseau, la plus grande partie, donc 46% des réponses, ont mentionné des ONG et organisations internationales. Donc, vraiment pour le côté international. Quand on regarde ONG locales et nationales, on a 15%. Donc, peut-être un peu moins d'intérêt à ce niveau-là, même si l'intérêt est quand même là. Et en deuxième position, on a le centre de recherche et les universités. Donc là, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a dit, tout ce qui est l'échange d'informations et de données. Et à moindre mesure, tout ce qui est organisation publique ou privée. Quand on vous a demandé si vous étiez intéressé à faire partie d'un réseau, sur quelle thématique en particulier cela vous intéresserait, la thématique la plus mentionnée est les mesures de conservation des espèces et d'écosystèmes. Donc ça, je pense que c'est aussi logique au vu des organisations du PPO-SCAN qui, une grande partie se concentre sur ces mesures. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont également mentionné qu'ils sont intéressés par toutes les thématiques. Donc, je pense qu'il y a une bonne complémentarité à ce niveau-là. Et l'écotourisme, bien sûr, à 20%, puisqu'il y a aussi beaucoup de projets du PPO-SCAN qui concernent l'écotourisme. Pour la question sur la forme du réseau, celle qui serait en tout cas le plus utile pour votre organisation. La première forme la plus utile pour vous, c'est de créer un réseau sous forme de projets et d'activités communes, sous forme de partenariat de terrain, on va dire, vraiment pratico-pratique. En seconde position, on a les réunions nationales et régionales, un peu du type la réunion qui a été faite à Casablanca. Je pense que c'est une réunion qui a eu beaucoup d'impact pour ça. Et en troisième position, on a les webinaires thématiques, comme actuellement. En quatrième position, on a la mise en place d'un forum sur discussion et partage. Je pense que c'est similaire à ce que le groupe Community sur Facebook. Et de manière plus mitigée, on a des visites de terrain. Et comme dernière question, on vous a demandé si c'était une contrainte pour vous le coût pour faire partie d'un réseau. Et là, la majorité a répondu que oui, que visiblement, ça représente un coût important pour votre association de faire partie d'un réseau. Et voilà, c'est un peu pour reprendre de manière synthétique les informations de vos réponses à l'enquête. Je peux faire le partage. Merci beaucoup Hélène. C'était l'occasion pour nous dans cette enquête d'un petit peu ressentir un petit peu un premier, donc savoir ce qui se passe dans ce qu'on veut, un petit peu sonder la température de notre communauté. Et c'est à travers un échange donc, avec des réseaux qui sont déjà établis qu'on aura aussi une vision à comment se construire nous aussi dans l'avenir et quelles pistes prendre. Donc ces informations, elles étaient juste à chaud, donc des associations qui ont répondu. Ils ne savent pas encore quel type de réseau ni quelle thématique, mais juste pour savoir déjà l'idée, ce que ça leur représente, surtout que notre cible du PPO-SCAN, la majorité, c'est des associations émergentes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et que la majorité, le PPO-SCAN, c'est leur premier projet. Donc voilà, donc merci beaucoup Hélène pour cette présentation rapide et Avec plaisir. Pour les questions, pour Alexandre et Guillaume, donc c'est à vous maintenant. Tout le monde peut ouvrir sa caméra, son micro et on peut échanger.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux commencer par une petite question? Ok, Rachid, vas-y. Alors d'abord, je remercie beaucoup Guillaume Tati et Alexandre Girard. Ils sont riches. J'ai appris beaucoup de choses sur la conservation des tortues et des singes. Moi, j'ai des questions vraiment pratiques. Vous avez créé vos réseaux depuis 5 ans et puis depuis le 2012 pour celui de Rastoma. Vous avez cumulé une expérience. Moi, j'ai une question sur la partie collaboration entre votre réseau et les États. Parce que vous intervenez quand même sur plusieurs États, 6 pays pour le réseau, je pense, l'Alliance GSAC, de Guillaume, puis 4, si je me souviens bien, de Rastoma. Comment ça se passe entre votre réseau, votre alliance et les États, c'est-à-dire les autorités locales? Comment coordonnez vos interventions? Parce que ça, c'est une question qui nous tient à cœur. Nous, on sait que si on fait un réseau au niveau du PPI au Maghreb, Nord d'Afrique, ça peut poser souci, en tout cas au niveau politiquement parlant, mais aussi au niveau des relations des fois entre les grands ONG, réseaux internationaux et les autorités locales. Voilà, c'était ma question. Guillaume, tu commences ou tu... Mais vas-y, Alexandre. On se fait des politesses? Ok. D'accord, très bien. Alors donc, ouais, pour le Rastoma, en fait, bon, on est une structure à vocation sous-régionale. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller vers des structures et institutions qui étaient à notre niveau sous-régional. Donc, on a commencé par créer. Alors, on a fait une réflexion d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'on a identifié quelles étaient les institutions sous-régionales avec lesquelles on devait définir une façon de travailler. Et donc, on a commencé à construire des partenariats avec notamment l'OFAC, qui est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Alors, c'est peut-être bizarre de voir forêt d'Afrique centrale alors qu'on fait des tortues marines, mais en fait, c'est l'organisation au sein de la COMIFAC, qui est la Commission des forêts d'Afrique centrale. C'est l'organisme qui s'occupe en fait de tout ce qui est connaissances et données au niveau de l'environnement en Afrique centrale. Donc, par exemple, on a créé un partenariat où on a créé un mode de fonctionnement et on a fait connaissance et on sait comment travailler maintenant avec cette institution sous-régionale. Ça, c'est un exemple. Par contre, au niveau des États, d'abord, dans chaque pays, on a des organisations membres du réseau qui sont implantées dans le pays. Donc, si on veut s'adresser au pays, on va la plupart du temps passer par l'organisation membre ou les organisations membres qui sont implantées dans le pays pour approcher les organisations nationales. Il y a le cas particulier du pays Cameroun où on a établi notre bureau régional, mais donc il y a un bureau dans un des pays avec une association Rastoma Cameroun qui permet de recruter un salarié. Et donc là, on a des accords avec les institutions nationales en direct, mais dans le cadre bien particulier de notre siège social et de notre recrutement. Voilà. Donc voilà à peu près si je dois adresser notre façon d'agir dans le schéma institutionnel. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, très bien. Merci. Ok, bon, c'est juste pour compléter, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans les réalités telles que Alexandre le dit. Nous aussi, pareil, nous sommes un réseau à caractère sous-régional et la particularité chez nous, c'est que lorsque nous l'avons créé, nous l'avons fait au Cameroun. Et donc, pour des contraintes administratives, nous étions obligés de créer le réseau avec un statut d'ONG camerounaise. Ça, c'était vraiment l'entrée parce que s'il fallait obtenir un label sous-régional, le dispositif était un peu plus compliqué parce que ça devait passer par le ministère des Affaires étrangères et ça, c'était beaucoup plus contraignant et donc nous n'avions pas assez de temps pour pouvoir le faire par rapport à notre planification. Donc, nous avons fait ça en 2 temps. Nous sommes rentrés d'abord en tant qu'ONG camerounaise, puisque c'est là où se trouve
le siège de notre réseau. Et là, actuellement, nous sommes dans la dynamique de pouvoir transformer ce caractère juridique en association établie au Cameroun, mais à caractère sous-régional. Et donc, du coup, notre statut camerounais nous empêche d'avoir des relations institutionnelles formelles avec les institutions de la sous-région, donc notamment par exemple avec la Comifac, qui est l'institution clé pour pouvoir travailler sur les forêts et les ressources forestières. Nous avons pour l'instant des contacts un peu informels, c'est-à-dire que quand il y a des réunions, nous sommes informés et nous sommes invités de façon informelle, mais nous n'avons pas de mémorandum, par exemple, un dispositif juridique, nous lions juridiquement avec cette institution. Et donc, nous sommes dans la dynamique de pouvoir transformer tout ça. Et dès que ça sera fait, à ce moment-là, nous pourrions avoir des relations formelles avec ces institutions. Maintenant, à l'échelle des États, un peu pareil comme Rastoma, sauf que chez nous, nous avons établi des points focaux. C'est-à-dire que dans chaque État, il y a un des membres qui est point focal dans le pays. Et lorsque nous avons des problématiques pays, eh bien, à ce moment-là, on passe par le point focal. Et ça, pour l'instant, nous n'avons pas encore des grosses problématiques pays. Hein. Ça passe par notamment des informations à transmettre au niveau des États via le gouvernement ou les ministères de tutelle. Et il va y avoir une autre étape. Nous sommes en train de chercher des financements pour ça, d'institutionnalisation de l'alliance dans chaque État. Donc, nous prévoyons faire une tournée dans chaque État où nous allons chercher à rencontrer les autorités, notamment le gouvernement et les autres autorités pour pouvoir à la fois introduire l'alliance et présenter l'alliance et aussi légitimer les acteurs locaux qui sont dans chaque État. Voilà à peu près comment ça se passe à notre niveau. Merci. J'ai vu quelqu'un, peut-être, j'ai vu une main se lever. Peut-être Mehdi, tu voulais intervenir tout à l'heure? Allô, vous m'entendez? Oui. Ah, super. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais me présenter, Mehdi Belamine de l'AMPR. Donc, l'AMPR, c'est l'association marocaine pour la protection des rapaces. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, écran partagé. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui, Mehdi. Très bien. Mais on ne voit pas encore l'écran. Ah, voilà, ça. Voilà. Donc voilà, donc je vous disais, donc l'AMPR, c'est l'association marocaine pour la protection des rapaces. Notre vision, c'est l'amélioration de l'état de conservation des rapaces à travers la récupération et la réhabilitation des rapaces. Alors notre cible, ce sont les rapaces du Maroc, que ce soit les nicheurs ou les migrateurs. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a plus de 500 espèces d'oiseaux et plus de 200 espèces de nicheurs. Alors, ces rapaces, ils ont une menace directe. La première menace qu'on a identifiée, c'est l'électrocution par les lignes moyenne tension, la collision avec les lignes également, la modification ou l'altération des habitats, le tir, la capture, le déserrage, le braconnage, l'intoxication et l'empoisonnement. Donc ça, c'est comme menace directe pour les rapaces. Donc, également comme menace indirecte, nous avons identifié donc, les lignes avec mesure de protection absente. Quand on parle de lignes, c'est bien les lignes électriques. L'urbanisation avec les pratiques culturelles inadaptées. L'utilisation des intrants, les pesticides, les insecticides. Le manque de formation et de sensibilisation et les problèmes législatifs. Donc notre objectif stratégique est de contribuer à la réalisation de la stratégie de conservation des rapaces grâce à notre expertise dans le domaine de suivi avec balises GPS sur les rapaces et notre connaissance de la réhabilitation grâce au centre de soins pour rapaces
en collaboration avec le département des eaux et forêts. Donc, notre domaine d'expertise, donc, on a la pose des balises sur les rapaces, la réhabilitation des rapaces blessés, empoisonnés, désherés et la sensibilisation. Mehdi, excusez-moi, c'est juste parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour faire quand même une présentation pour chaque association. Si vous avez une question dans le cadre des réseaux, où vous avez des besoins au niveau, par exemple, national ou une vision à partager avec nous ou avec nos invités, donc vous pouvez le faire. Mais peut-être on ne peut pas rentrer dans les détails pour chaque association bénéficiaire du PPI Scan. C'est pas vraiment aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt les réseaux, s'il vous plaît. Ben, en termes de réseau, comment on pourrait éventuellement développer des partenariats stratégiques avec ces partenaires-là? Enfin, quels sont les moyens et les actions qu'on peut mettre en place pour mieux utiliser le réseau à travers, voilà, donc, à travers ces partenariats stratégiques? C'est ça ma question. Merci beaucoup, Mehdi. Je vous remercie. Peut-être des éléments de réponse. Donc là, c'est Rapace. Donc finalement, c'est je pense que c'est un réseau espèce. On sent éventuellement une envie de créer un réseau espèce. Alors, si vous êtes motivé par l'idée de créer un réseau espèce et si vous sentez que ça serait utile pour votre organisation et pour d'autres dans la région, je pense que la première chose à faire, c'est de se faire une liste de tous les acteurs qui travaillent sur le même sujet que vous. Dans les autres pays, par exemple, d'Afrique du Nord, et puis dans les pays peut-être de l'autre côté de la Méditerranée ou en Afrique atlantique, par exemple. Essayez d'avoir déjà une liste. Alors, pour raconter un peu l'histoire du Rastoma, par exemple, nous, on est né d'un besoin, on a ressenti le besoin de travailler avec d'autres. On était isolés, on sentait bien qu'il fallait qu'on renforce les capacités de nos membres au Congo, c'est parti du Congo. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est identifier quels étaient les autres acteurs travaillant sur le même sujet que nous, sur les tortues marines. Et ensuite, on a commencé par créer une mailing list, une liste de discussion. Et le Rastoma, c'est né comme ça. Ça a d'abord été une liste de discussion sans moyens financiers, sans rien. Maintenant, je dirais, c'est une communauté Facebook. Voilà, il faut commencer par dialoguer avec les autres qui travaillent sur le même sujet. Et puis, c'est en dialoguant avec eux qu'elle va émerger certainement l'idée et l'envie d'un réseau et les différentes façons de l'envisager. Ça me permet d'aborder le sujet de l'identité des réseaux parce que tout à l'heure, je voyais dans votre enquête, on voyait bien qu'il y avait des interrogations sur est-ce qu'un réseau, ça doit être société civile, est-ce que ça doit être multi-acteurs, multi-partenaires avec une grande diversité d'acteurs, pas uniquement société civile. Ça, c'est des grandes questions qui viennent toujours quand on commence à créer un réseau. Nous, dans le cas du Rastoma, on a souhaité créer un réseau dont l'identité est société civile. En revanche, ça n'empêche pas de travailler avec les autres, et on le souhaite, mais on a souhaité créer une forte identité société civile avec une gouvernance société civile. Voilà, les éléments de réponse. Guillaume, je ne sais pas, tu as peut-être des choses. Oui, puisque sa question, c'est comment on peut développer des partenariats stratégiques, c'est-à-dire que eux qui sont au Maghreb et avec nous. Et je pense qu'il y a quand même là un champ de possibles qu'on peut exploiter. Bon, nous avons déjà, par exemple, au niveau de l'Alliance, au niveau de notre ADN, un élément qui est très, très fort, ce sont les échanges d'expériences entre pairs. C'est-à-dire que nous, ça a été d'ailleurs à la base de l'idée et ça a conforté l'idée qu'on pouvait travailler ensemble. Nous avons commencé déjà par faire des échanges d'expériences sur des problématiques à la fois techniques, gestionnaires, organisationnelles que nous rencontrions entre nous. On n'étions pas encore vraiment en réseau, mais via le PPI, et ça aussi, je crois que c'est un élément important. Bon, maintenant, vous avez un partenaire PPI Oscan qui a aussi cette vision, puisque c'est le sens même de ce webinaire, et qui peut être un appui important pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses, à la fois la mise en contact des acteurs, mais
aussi peut-être un peu de moyens pour vous permettre de déclencher des petites choses. Et s'il y a un conseil en termes de réseau de partenariat stratégique, commencez petit. C'est-à-dire que comme nous avons fait, quand nous nous sommes retrouvés pour la première fois à l'issue des échanges d'expériences que nous avons commencé à faire, où nous nous sommes rendus compte non seulement que nous avions des mêmes problématiques, nous avons vraiment des mêmes problématiques pour pouvoir travailler efficacement, mais en plus, nous avions senti l'isolement, c'est-à-dire que chacun travaillait dans son coin et on se sentait impuissant face aux problématiques que nous rencontrions. Et lorsque nous nous sommes retrouvés pour la première fois, nous nous sommes dit, travailler en groupe, ce n'est pas toujours évident, c'est un peu comme des enjeux de mariage. Donc, il faut quand même un petit moment de test. Et nous avons établi un programme intérimaire de 6 mois avec une petite planification, des petites choses à faire ensemble. Et ça nous a conforté dans l'idée que nous avions une capacité de pouvoir évoluer ensemble. Et donc, par exemple, par les échanges d'expériences entre vous, mais aussi peut-être avec nous, puisque nous sommes ouverts. Vous êtes une association marocaine qui s'occupe des rapaces. C'est une association espèce. Nous avons une identité espèce. Et je pense qu'il y a beaucoup de collaborations possibles. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a qu'à identifier des besoins. Qui sont les vôtres et qui sont les nôtres. Et je crois qu'on peut les mettre ensemble et puis pouvoir développer des programmes conjoints, ne serait-ce que même par des échanges d'expérience. Je pense que c'est très intéressant de faire voilà, des programmes conjoints. D'ailleurs, je voulais féliciter et remercier toute l'équipe de l'UICN, du PPE SCAN aussi. C'est grâce à elle qu'on puisse vraiment développer. On sent qu'on fait partie d'un réseau qui est fort, qui est solide, qui est international, qui nous permet d'être un lieu d'échange et de partage pour obtenir des conseils, pour être formés et pour aussi rencontrer, pour vous rencontrer et pour essayer de créer aussi des liens entre associations. Donc, encore une fois, un grand merci pour l'équipe de l'UICN et à vous tous. Donc, nous, on est intéressés aussi voilà, de faire des collaborations, pour faire des partages d'expériences sur plusieurs thématiques. Et c'est important pour nous pour que ça puisse nous tous nous tirer vers le haut. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup. Et c'est vraiment l'occasion, ce type de webinaire, de mettre en réseau avec donc, des réseaux pareils. Donc, ça vous donne l'opportunité de construire sur ces rencontres et donc vous prendre l'initiative par la suite de prendre donc de contact. On va partager tous les présentations, tous les contacts que vous pouvez par la suite vous-même prendre ces initiatives-là. Donc, c'est vraiment le but de cet exercice-là. Merci beaucoup, Mehdi. Je vais donner la parole à Zahira, qui a levé la main. Oui, donc bonjour tout le monde. Alors, moi, je vois qu'en fait, il y a déjà des réseaux qui sont très développés, hein, tels qu'on peut le voir pour les tortues marines. On a eu, je crois, l'occasion de rencontrer les personnes quand on a fait la rencontre au Maroc. Je vois pour les singes. Par contre, la question, nous, en tant qu'association émergente, on vient juste de commencer un projet, sachant pas vraiment comment on peut. Zahira, on ne t'écoute plus. Ouais, peut-être elle a un problème donc, de connexion. Et j'imagine la question, c'est comment se constituer en tant qu'OSC émergent, donc sans expérience, comment se lancer peut-être. Mais on va attendre qu'elle revienne, Zahira. On va laisser de la question en pause. Et je vais donner la parole à M. Karim aussi, qui veut intervenir. Allez-y. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Ok, merci. Donc, je suis président de l'association pour la protection de l'environnement et de la faune sauvage de la Wilaya Ain Touchen, qui se trouve à l'extrême ouest d'Algérie, c'est-à-dire à peu près à 100 km de nos voisins marocains. Notre travail, bon, c'est sur une zone limite, qui n'est pas 3000 hectares, 5000 hectares, comme je viens de voir, c'est juste 11 hectares, mais qui sont très, très importants au niveau des oiseaux migrateurs et des oiseaux d'eau. Pourquoi je dis ça? Il faut vraiment un réseautage. Il faut que tout le monde soit… on ne peut pas travailler seul dans un pays pour la sauvegarde d'une espèce. C'est-à-dire que voilà, on a des espèces qui viennent de pays scandinaves, d'Europe, etc., qui traversent par chez nous, c'est un passage obligé,
qui font une halte ici, une pause chez nous, puis qui descendent en Afrique septentrionale et qui reviennent le mois de mars. Bon, il y en a qui restent et il y en a qui continuent, qui retournent à leur pays de départ. Donc, notre problème, nous, ce qu'on a fait, c'est une zone humide qui était détruite, c'est-à-dire que c'était vraiment une poubelle. Si chaque personne qui avait quelque chose à jeter, c'est dans la zone humide. Donc, on a arrêté tout ça, on a transformé tout ça, on a pris quelques temps pour tout nettoyer. Puis, bon, donc, finalement, à la fin, bon, je viens, c'est improvisé parce que ça devait être le secrétaire général qui devait prendre ma place. Je suis propriétaire d'une ferme conchylicole, donc de l'aquaculture en pleine mer. Je me suis vite habillé, je suis venu. Et donc, pour vous finir, c'est vraiment magnifique ce que vous faites, et surtout au niveau du UCN et de toutes les associations, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire quelque chose, pour aider tout le monde, de la façon que je viens de dire. Si maintenant, dans un pays, on protège quelque chose qui peut passer dans d'autres pays, comme les oiseaux, et qu'arriver chez nous, ils n'ont rien, ils n'ont pas de biotope, des menaces anthropiques, etc. Donc, on n'arrivera à rien. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. Et dans cette zone humide, plusieurs espèces protégées, même sur la liste rouge nationale et du ICN, c'est devenu un reposoir. On est très content. On a fait participer d'autres associations avec nous. Plus encore, puisqu'on a ici dans notre zone, je vais essayer d'aller vite, c'est à 70%, c'est une préfecture où 70% des terres sont agricoles. Donc, autour des zones humides, l'agriculture intensive avec les pesticides, les produits phytosanitaires dangereux. Donc, on a fait des formations bien sûr aux agriculteurs en ce qui concerne l'agriculture biologique. Ça a marché, ils étaient contents, ça leur coûte moins cher. Et c'est vraiment 30% de production en plus pour eux. Ils ont tous compris. Donc, on a sauvé cette zone humide. Les oiseaux viennent, ils peuvent s'abreuver, nager sans produits dans cette eau-là. Et en plus de ça, les micro-organismes ont pris de l'ampleur, donc ils viennent manger. C'est vraiment un écosystème parfait qui était parti, qu'on a réussi à regrouper toute cette biodiversité. Et on est content de ça. Mais aussi, on a une équipe qui s'appelle Tank Team Littoral Protect qui travaille sur la Méditerranée. Ici, dans notre préfecture, on a 113 km de côte et on a beaucoup. Je reviens aussi sur la tortue. On a fait beaucoup. On a des vidéos, on a des photos sur la tortue lutte et la tortue carouane. On a beaucoup de problèmes avec les filets dérivants. Et on est à peu près à 150 par an de tortues qu'on arrive à sortir des filets fantômes, etc. Et on est très content aujourd'hui de voir tout ce monde qui sont pour la protection de la biodiversité. Et moi, j'ai travaillé en Corse, puisque j'étais en Corse, je suis rentré en Algérie. On travaille aussi sur le même genre de travail. Et bon, ici, on a un peu moins de moyens que d'autres, mais on arrive quand même à se situer. Et avec les moyens qu'on a, on arrive à former une bonne équipe. Mais bien sûr, le réseautage, et même avec nos amis ici d'Algérie, avec déjà Madame Souidila de Mascara, qu'on s'est vu plusieurs fois, on essaie ensemble aussi de travailler sur les zones limites, sur les oiseaux migrateurs. Et donc, notre équipe, c'est à peu près 11 plongeurs sous-marins, tout équipés, bouteilles, etc. Et bien sûr, on travaille en collaboration avec l'environnement, avec les forêts et la direction des services agricoles. Donc, Monsieur Karim, donc, comme vous l'avez bien signalé, donc il y a un besoin de créer ce réseau, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Donc, c'est vraiment le moment de vraiment construire, parce que vous avez cité beaucoup d'actions que vous êtes déjà en train de faire, mais peut-être de se rapprocher du réseau. Donc, Rastoma, de voir ce qu'ils ont fait peut-être dans l'Afrique du Nord pour la tortue et de consolider avec les partenaires du PPUSCAN en Afrique et voir, surtout en Algérie, et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire déjà comme première étape déjà de constitution d'un réseau sur une thématique qui vous est la plus vraiment importante pour vous, donc sur laquelle vous travaillez. Très bien. C'est vraiment, je suis content vraiment de ce qui va se passer.
échange. Merci En beaucoup. tout cas, on est disponible. Le mail est dans le diaporama. Vous pouvez me contacter. Je pense que Guillaume, c'est pareil. N'hésitez pas, quand vous avez des questions au-delà de ce webinaire, Magnifique. on est là. Voilà. Très bien. Ça c'est très bien à savoir et on le fera. Merci beaucoup. Il y a Zahir qui vient de nous rejoindre. J'espère que la connexion, elle va. Oui, en fait, ça, c'est les gros problèmes de connexion. Je vous ai perdu. Oui. En fait, c'était bon, ça a donné l'avantage à mon ami Karim de reprendre la parole. Hein. Oui. On est toujours en fait, on a toujours les mêmes problématiques. Moi, en fait, c'était surtout sur le réseautage actuel. On a senti qu'il y a une demande, hein, le fait qu'on a travaillé ensemble, les associations, comme il a bien souligné Karim, c'est qu'on sent qu'il y a un manque d'efficacité. En fait, surtout en Algérie, sachant qu'on a une loi qui est assez lourde, en fait, pour pouvoir gérer les associations. On n'a pas cette indépendance et je crois que notre ami aussi du Maroc l'a bien souligné en parlant des autorités locales parce qu'on n'est pas complètement indépendant. Alors moi, il y a deux choses que je voulais savoir, en fait, par rapport à un réseautage, si ce n'est pas spécialement par rapport à la lutte ou la conservation d'une espèce, comme vous le faites vous très bien pour les tortues ou pour les singes, mais d'une manière générale, comment en fait un réseau peut se développer pour donner plus de capacité aux petites associations à se développer, à mieux échanger, à mieux coordonner, à être plus efficaces en fait sur le terrain et même aussi le côté recherche qui n'est pas assez lié, comme je l'ai vu, vous l'avez fait dans votre réseau, c'est le côté universitaire. Moi, sachant que j'ai aussi la double casquette en étant enseignante universitaire et en étant aussi association. Et en créant notre association, j'ai vu que nos jeunes, justement, qui sont les personnes qui vont être demain les jeunes qui vont protéger notre patrimoine, ne sont pas assez impliqués. Et je pense que le réseau, c'est là que je voudrais savoir si on peut chercher un réseau, justement, qui peut allier aussi bien l'université et la société civile, tout en mettant à profit justement ces jeunes qui sont dans des filières écologistes, environnementales, conservation de la nature, à travers justement ce PPIOSCAN qui s'est développé au niveau du Maghreb. Et pourquoi pas donc en coordination avec l'Afrique du Sud. Moi, c'est cette réflexion, je me demande comment on pourrait faire pour justement associer toutes ces choses-là pour être de plus efficace pour la conservation de la nature, mais pas spécialement pour lutter pour une espèce ou pour conserver une espèce en particulier. Donc, je ne sais pas, c'est une réflexion à développer, mais le réseautage, il y a cette nécessité. Je sens qu'il y a cette nécessité aujourd'hui. C'est une force, en fait. Je pense que c'est une force et pour aller aussi dans une même vision. C'est ça, la même direction un petit peu. C'est un peu la question et je ne sais pas comment on pourrait voir les choses pour que les gens qui ont participé au PPOSCAN ne soient pas aussi par la suite aux oubliettes, en fait. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus le financement, je crois qu'une petite association va vite, ne va pas durer, en fait, dans le temps. Donc, comment rester dynamique, comment participer, même si c'est juste par des actions bénévoles, et se sentir toujours concerné. Voilà, c'est ce genre de réseau, moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse savoir le développer après ce PPOSCAN ou dans la continuité du PPOSCAN. Voilà, et je ne sais pas, on peut y en discuter, je ne sais pas. Oui. Voilà. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Guillaume, tu veux? Vas-y, encore une fois, Alexandre, vas-y. Non, vas-y, à ton tour, allez. D'accord. Alors, je pense que là, vous posez quand même une dimension qui est essentielle dans la société, puisque nous sommes dans le domaine de l'engagement citoyen, et donc nous devons prendre place dans le débat de la gestion de la cité. Après, c'est des choix stratégiques que l'on fait. Nous, par exemple, au niveau de l'Alliance, nous avons fait un choix stratégique en dehors du problème de renforcement de capacité que nous avons constaté, qui était une des faiblesses d'ailleurs qui nous conduisait à ne pas être crédible vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. Nous avons fait le choix d'opter pour travailler sur un axe politique, notamment pour pouvoir accroître la légitimité des acteurs sur le terrain. Et ça, effectivement, c'est un problème que vous soulevez qui est très intéressant, mais c'est encore une fois des choix politiques, et c'est en fonction des besoins, en fonction des réalités. Si vous constatez, quand vous dites, par exemple, en Algérie, où la société civile peut rencontrer un certain nombre de difficultés pour porter la voix, ça peut être aussi très intéressant, c'est-à-dire que d'accouder à votre démarche technique, une dimension politique, parce que ça vous permettra aussi de pouvoir vivre techniquement. Et là, ça pourrait être une passerelle pour pouvoir justement ouvrir le débat au reste de la société. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci beaucoup, Guillaume.
pas si Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être commenter un petit peu. En fait, réseau, ça veut tout dire et rien dire. En fait, ce qui est derrière, c'est on a des besoins, on sent qu'il faut faire quelque chose et on a besoin, on ne peut pas les faire seul. Donc finalement, pour répondre à une question, on a quelque chose à régler, une priorité, une urgence de conservation ou même plus quelque chose de quasiment politique. Et donc, on a besoin de s'allier, de débattre avec d'autres pour créer une dynamique de groupe, en fait. Après, la question, on n'est pas obligé pour faire un réseau et pour agir en réseau de créer une entité réseau. C'est-à-dire qu'il faut bien se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'une entité, une entité légale, juridique pour mon réseau? Ça, c'est une des grandes questions qu'on doit se poser en premier. Et on peut faire des très bonnes choses en groupe sans avoir d'entité juridique. Par exemple, on peut décider qu'on veut faire un congrès thématique de régional et qu'on n'a pas la structure juridique pour le faire. La meilleure idée, ce n'est pas forcément de créer la structure juridique pour créer ce congrès. Il faut déjà regarder ce qu'on a autour de soi et si on ne peut pas faire porter l'initiative, tout en faisant un travail avec un groupe, faire porter l'initiative sur les aspects gestion financière et logistique par une des organisations qui participent au réseau. Des fois, il ne faut pas trop avancer trop vite et se dire j'ai besoin d'une entité juridique pour pour créer une dynamique réseau. Ça, c'est quelque chose qui est important, à mon avis, de partager avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient utile de créer quelque chose, une entité, mais ce n'est pas la première chose à faire, à mon avis. La première chose à faire, c'est avoir des gens motivés, une idée claire de ce qu'on veut faire ensemble et créer une dynamique de groupe. Et pour que cette dynamique de groupe se crée, il faut créer une identité et des liens qui sont des liens affectifs, en fait. Et on en a un peu parlé, mais ce qui fait la réussite d'un groupe, c'est les liens entre les hommes et les femmes qui le constituent. C'est-à-dire que la première chose qui va faire que vous allez réussir dans vos projets de réseau, c'est si le réseau, si les gens sentent qu'ils appartiennent à une famille, en fait. Et ça se crée, cette dynamique de famille. C'est-à-dire qu'il faut se voir. Par exemple, on se voit, on ne peut pas faire mieux, donc on se voit comme ça. Mais ce qui fait que dans le Rastoma, on a un esprit de famille, c'est le fait qu'on fait nos événements régionaux, qu'on se voit, qu'on se connaît. Et finalement, les liens forts, ils se font bon, dans la journée, bien sûr, mais en fait, les liens forts, ils se font parce qu'on mange ensemble, parce qu'on fait la fête ensemble, parce qu'on se connaît, parce qu'on s'aime. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la réussite des réseaux. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette vision qui est vraiment, je pense, les plus adaptée au PPI Scan, parce qu'on est vraiment dans le début et on a vraiment ce besoin-là de constituer cette famille, cette appartenance que tu as bien définie, Oui. cette communauté à cette famille. Et c'est vraiment le moment, c'est comme pour lancer la graine et voir ce que ça va, pour la récolter dans quelques années, parce que même pour le PPI Afrique, ça a pris quand même du temps. Donc, vous êtes déjà au PPI 5, donc nous, on est dans la deuxième phase. Et donc, c'est vraiment, on s'est dit que c'est le moment adéquat à la fin de la phase 2 de déjà penser et d'inviter donc d'autres idées, à faire donc, rafraîchir un petit peu les idées. Et voilà, donc, comme l'a dit Zahia, c'est le plus important, c'est que déjà on se constitue à un niveau national avec les autres associations, de s'ouvrir, d'être vraiment partant pour de nouvelles, donc prendre des risques aussi, de se dire voilà, on va travailler ensemble, on va à un titre volontaire, même après la fin du financement. Et donc, il y aura peut-être d'autres financements qui vont surgir, c'est clair. Donc, c'est vraiment, ça ne doit pas être l'obstacle. Donc, il n'y aura pas de financement, que c'est la fin. C'est pour ça, il y a un autre grand mot, à mon avis, important, c'est la résilience. C'est-à-dire que si un réseau est fondé sur la motivation des gens et sur les liens affectifs, il résistera aux aléas des financements. Or, il y aura des aléas de financement dans la vie de tout réseau. Il y a des périodes où l'argent est là pour travailler, et puis il y a des périodes où il y en a moins, et il y a d'autres périodes où il n'y en a plus du tout. Et ce qui fait la qualité d'un réseau aussi, c'est sa capacité à résister à ça. Et la résistance à ça, elle vient d'expérience des liens humains et de la pureté de la motivation des gens qui le constituent.
Tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Je vois que Hekma, elle a soulevé sa main. J'ai d'autres mains aussi, donc j'ai noté, j'ai pris note de toutes les mains. Oui, alors, merci Guillaume et merci Alexandre pour vos témoignages. C'était très, très instructif. Et par rapport aux interventions des différentes OSC donc, bénéficiaires du PPO-Scan, il ne faut pas oublier quelque chose par rapport, vous avez posé, Rachid, la problématique donc, dans la rigidité, par exemple, des législations marocaines et algériennes par rapport au statut des OSC et que ça pouvait notamment constituer un obstacle à la constitution d'un réseau. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que dans le programme PPI-OSCAN, nous avons des partenaires clés qui sont des partenaires publics, donc des ministères, et ça compte beaucoup. C'est-à-dire, nous avons d'ores et déjà engagé nos États respectifs dans ce programme-là et nous bénéficions de cet appui-là. Donc, que ce soit si on veut considérer un jour que le PPI-OSCAN évolue vers un réseau ou s'il y a des réseaux qui vont naître sous l'égide du PPI-OSCAN, il faudra toujours se servir de cet argument fort qui est justement l'approbation, disons, préalable et de l'engagement de nos ministères dans le programme. Donc, nous avons cet appui-là. Et puis, il ne faut pas avoir peur de ce genre d'obstacles. Le plus important, comme a dit Alexandre, et je le rejoins vraiment dans ce qu'il dit, c'est-à-dire il ne faut pas juste créer un réseau pour créer un réseau. Non, il faut vraiment faire une petite enquête, identifier s'il y a le besoin, s'il y a la volonté de se mettre ensemble et puis surtout s'assurer qu'il n'y a pas déjà un réseau existant ou en cours de constitution. Et ça, c'est très important. Par rapport à ceux qui travaillent beaucoup sur les oiseaux et notamment les oiseaux migrateurs, je peux vous donner donc les contacts d'une grande association tunisienne qui est les Amis des Oiseaux, qui fait partie donc de BirdLife international et qui, d'ores et déjà, à travers les publications et à travers donc les échanges que j'ai avec cette association-là, je sais qu'ils travaillent beaucoup avec l'Algérie et le Maroc et qu'ils disposent d'une grande base de données par rapport aux couloirs migrateurs. Et actuellement, ils sont aussi en collaboration avec des réseaux africains, donc de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est très important de creuser et de rejoindre justement ce genre d'initiative et de se mettre en contact avec d'autres associations parce que grâce aux échanges d'informations, vous pouvez soit donc intégrer un réseau existant ou bien s'il n'y a pas justement le réseau dont vous avez, je ne sais pas, créé un idéal et vous pensez que justement le besoin est là, ben dans ce cas, oui, pourquoi pas ne pas créer un réseau. Mais de toute façon, n'hésitez pas. Ce n'est pas, par exemple, que je suis coordinatrice Tunisie, que vous ne pouvez pas me contacter pour me solliciter pour avoir une information sur un réseau ou une OSC qui travaille sur tel ou tel domaine. Au contraire, on est vraiment tous là pour partager avec vous nos carnets d'adresses, nos réseaux, pour vous mettre en contact avec les autres associations, même celles qui ne sont pas forcément bénéficiaires du PPI-OSCAN. Comme ça, on peut vous aider dans vos démarches. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous faciliter votre travail au quotidien. Merci. Merci beaucoup, Hekma. Je vais donner la parole à Rachid qui a soulevé sa main pour répondre et j'ai pris note des autres mains. Merci beaucoup, Houda. Merci. Je pense qu'on a commencé à entrer dans le débat. Ça commence à être intéressant au niveau de la, comme elle dit Houda, au niveau de la constitution de la graine. À mon avis, c'est pour synthétiser rapidement, à partir de l'expérience d'Alexandre, de Guillaume, pour créer un réseau, il faut quelques ingrédients quand même, hein, pour que la sauce prend. Il faut une problématique commune, donc il faut que ce soit la sauvegarde d'une espèce ou la sauvegarde de plusieurs espèces. Moi, dans mon association, on est beaucoup sur la sauvegarde en général, enfin, toutes les espèces qu'on a dans notre territoire, au sud du Maroc, et beaucoup sur la valorisation écotouristique. Donc ça aussi, c'est un autre volet. J'ai vu dans l'enquête que Hélène nous a présentée tout à l'heure qu'il y avait une 20% à peu près des OSC qui étaient intéressés par un réseau sur le écotourisme. Donc, une problématique commune, il faut que il y a plusieurs associations intéressées. Donc, une liste, il faut faire une liste d'associations et d'OSC des 4 pays
qui peuvent être intéressés pour intégrer le réseau. Il faut une dynamique, il faut sorte de créer une famille, donc créer des cohésions. Et donc, je pense que déjà, la rencontre régionale à Casablanca a créé pas mal de cohésion entre beaucoup d'OSC du Maghreb. Et nous, déjà, au Maroc, déjà, dans le cadre des formations que M. Yassine a organisées à Rabat, à Marrakech, on a vu qu'il y a une cohésion déjà locale entre les associations de PPSCAN au Maroc. Et je pense qu'il faudrait un petit peu, cette enquête qui a été présentée, il faudrait un petit peu l'affiner un peu plus. Cette fois-ci, carrément en ciblant, en disant, tiens, bah là, il y a 5 associations qui sont intéressées pour l'écotourisme, là, il y en a 5 qui sont intéressées sur les oiseaux, là, il y a peut-être, je sais pas, des gens qui sont intéressés par la biodiversité florale, et peut-être, pourquoi pas, créer. Parce qu'un seul réseau, à mon avis, ça va être difficile. On n'a pas forcément tous les mêmes problématiques communes. Et on a tous la problématique, bien sûr, de la nature, de la conservation de la nature, mais pas forcément de la même espèce, la même démarche et les mêmes intérêts et les mêmes zones aussi. Et donc, je pense qu'il faudrait un peu travailler. Une seule visioconférence ne suffira pas. Il va falloir peut-être créer des ateliers plus ciblés avec des petits groupes, comités. Là, on a vu l'expérience en Afrique, donc ça nous a donné des idées, ça nous a éclairé sur la voie à prendre. Il faudrait peut-être affiner un peu plus. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie beaucoup tous pour votre échange fructueux. Merci beaucoup, Rachid. Merci beaucoup. Je vois que Farida aussi, elle veut intervenir. Et on a pris note, donc tout ça, donc ça va faire un compte rendu. Et donc, toutes ces idées, donc on va les travailler. Donc, c'est juste le lancement de tout ça. Vas-y, Farida. Au fait, donc, je vais déjà commencer par remercier tous les collègues, donc Guillaume et Alexandre pour les exemples des réseaux. Je suis très contente parce que ça a permis aussi de mettre en avant ce que font les associations, pas forcément par rapport au projet PPI. Donc, je remercie beaucoup Karim d'avoir abordé là ce que fait l'association Chourouk sur les tortues marines. Et j'interviens un peu pour certaines petites observations. Donc, tout ce qui a été dit est très intéressant, juste pour abonder dans le même sens de certaines interventions donc de nos collègues qui ont présenté le réseau, des OAC, de Hikma, que je remercie beaucoup pour son intervention, en particulier pour le côté donc institutionnel. Alors, mes observations par rapport, pour commencer avec ce point, donc, pour le cas de l'Algérie, donc pour adhérer à un réseau thématique dans le même thème de l'activité d'une association, la loi elle est claire, donc rien n'empêche une association de s'atteler, de rejoindre un réseau. Seulement, il faut toujours montrer patte blanche. Donc, je conseille les associations, en particulier les Algériennes, par rapport à ça. Donc, tant que vous travaillez dans la transparence et tant qu'il y a cette locomotive institutionnelle qui est le partenaire national, pour nous, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, vous travaillez dans le cadre de stratégies nationales pour les renforcer, pour les développer, pour donc faire de l'innovation dans ce sens. Vous travaillez dans la transparence, donc il y a a priori, si vous informez à temps les autorités et tout, ça ne va pas vous poser de problème a priori. Par la suite, pour revenir à une observation d'Alexandre, il avait dit une chose que j'ai retenue, c'est qu'un réseau n'a pas besoin forcément d'un ancrage juridique. Donc, moi, de par mon expérience, j'ai beaucoup côtoyé un grand réseau en Algérie qui s'appelle le réseau NADA, qui a été créé en tant que réseau, mais par la suite, pour les dépenses et tout, il a fallu qu'il se greffe
à une association qui est connue même à l'international et c'est un réseau. Voilà. Et pour ma dernière observation, j'encourage vivement donc, les associations déjà pour la naissance d'un réseau. C'est un peu comme la naissance d'une association. Donc, il faut avoir les mêmes objectifs, être motivé par rapport à une même vision et j'encourage vivement donc bon, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, pour revenir un peu à Zahira et Karim, comme ils ont cet axe d'ornithologie ensemble, et puis il y a cette proximité, ils sont tous les deux à l'ouest de l'Algérie. Donc, je les encourage vivement, peut-être à mettre les jalons d'un réseau. Pourquoi pas? Et ce que je voulais vous dire aussi, une autre observation. Donc, il y avait quelqu'un qui avait parlé pas seulement Hélène, quand elle avait présenté les résultats du sondage. Donc, beaucoup d'associations ont mis en avant le problème de financement. Là, à l'entrée déjà, pour adhérer à un réseau international, si c'est même pour l'UICN, pour être membre déjà de l'UICN, le facteur limitant, c'est cette contribution. Par contre, ce que je suggère aux associations, on est dans un processus d'accompagnement d'associations émergentes pour un premier projet. Ce que je leur conseille, c'est que j'espère que les deux associations, du moins algériennes, et bon, toutes les associations participantes, bien sûr, puissent donc être retenues pour le PPI 3. Mais ce que je leur donne comme conseil, c'est de prévoir peut-être un résultat dans leur futur projet sur les échanges. Là, ça va leur permettre peut-être de financer, ne serait-ce qu'en partie, des échanges dans le cadre d'actions de réseautage et de partenariat. Et merci. Merci beaucoup, Falida. Merci beaucoup pour ce partage. Je vais donner là, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais donner la parole à Yassine, qui est demandé depuis tout à l'heure. Yassine, à toi la parole. Oui, merci beaucoup, Ouda. Je tiens infiniment à vous remercier tous pour cette participation et pour ces exposés. Je tiens à remercier Guillaume et je tiens à remercier aussi Gérard pour ces pertinentes présentations et aussi bien le partage d'expériences de réseautage et de la mise en réseau. Ce que j'ai constaté aussi, je tiens beaucoup à remercier l'ensemble des intervenants. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'on peut, à partir de PPO-Scan, à partir du programme de PPO-Scan, c'est lui le levier qui va nous permettre d'être en réseau. D'ailleurs, Hakma l'a déjà signalé que ce cadre qui nous rassemble et qui rassemble les 4 pays, au niveau du Maroc, au niveau de l'Algérie, au niveau de la Tunisie, de la Libye, c'est vraiment le programme qui a tissé déjà des liens entre les différentes administrations et entre les différents gouvernements, ce qui va faciliter la tâche par rapport à nos associations d'être en réseau. Je pense que déjà ça, c'est un point de départ qui permettra de mettre les premières pierres pour la création de ces réseaux-là. Aussi bien, je reviens à ce qui a été exposé par, j'ose bien le dire, les experts en mise en réseau, Guillaume et Gérard, et dire qu'il faut une cause derrière ça. Est-ce que c'est la problématique thématique qui fait rassembler? Et là, je rejoins ce qu'il a dit Rachid par rapport à la présentation qu'elle est faite par Hélène pour faire sortir de ce sondage-là les éléments des différentes associations qui sont en commun accord pour une problématique ou bien une thématique bien connue à travers les différents pays et voir. Et là, je salue aussi bien Titi par rapport à ce qu'il a dit, de faire un petit test de 6 mois avec un petit projet pour se mesurer, est-ce qu'on est compatible, est-ce que ça peut marcher. Ça ne peut pas se lancer dès le départ avec des grands projets, des grands partages. Et que par la suite, se poser la vraie question. Et là, je reviens par une question à Guillaume et à Titi. Est-ce que vraiment, vous pouvez nous partager avec nous, puisque vous avez commencé tout petit, comme vous l'avez dit, et ça fait depuis 2012 et depuis 2015 que vous êtes en train d'œuvrer sur ça, est-ce que vraiment, quel est le requis nécessaire au niveau de la constitution administrative des associations? Parce qu'on le sait très bien, nos associations sont des associations à caractère jeune,
Et sur le plan administratif, ils n'ont pas, comme vous l'avez présenté, ni un conseil administratif qui est permanent. C'est rare, on trouve des salariés. C'est aussi bien, ils n'ont pas un conseil scientifique qui peut être membre et ouvert pour orienter l'association et pour mettre en place ce réseau-là. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner, à nous et à nos associations, sachant qu'il y a une grande possibilité qu'il y aura une mise en réseau, sauf qu'elle est en son début. Et on aimerait bien avoir ces éléments-là. Est-ce qu'il faut impérativement avoir un secrétariat? Il faut impérativement avoir un comptable? Est-ce que c'est impérativement quelqu'un qui fait la rédaction et de la bonne rédaction pour assurer des publications? Est-ce qu'il faut impérativement avoir un conseil scientifique? Et voilà. Donc, quels sont au départ les requis et qui permettent de se lancer dans ce réseau tout en se basant sur une petite expérience, comme il a été déjà signalé par Titi, de commun accord sur une période courte, et que par la suite, ce sera… Le micro est coupé, Yassine. Ah, il ne se rend pas compte, oui, je pense. Oui, Yassine, parce que tu n'as pas… Voilà, peut-être tu as fini déjà. Oui, ça a coupé le micro, donc on ne sait pas. Si c'est bon, toutes les questions… Oui, c'est bon, je suis désolé. C'est bon pour ne pas être lent. Je sais qu'on a dépassé de 25 minutes, ce qui est permis. Oui. Je suis désolé, mais c'est bon. C'est bon. Ça marche. À vous la parole, Guillaume et Alexandre. OK. Donc, je vais pouvoir commencer. Je pense que nous l'avons dit tout le long de nos échanges, il faut qu'il y ait une identité très forte du réseau. L'identité va déjà permettre de faire ce que je pourrais appeler un branding. Il faut qu'il y ait un profil type pour les membres qui vont intégrer ou qui vont faire partie de ce réseau. Au sein de l'Alliance, lorsque nous avons commencé, l'identité forte, c'était le fait d'être dans la conservation des grands singes. Et puis, nous avons ajouté une dimension communautaire un peu plus tard parce que nous avons vu que c'était une approche que nous tous, nous étions en train de mettre en œuvre et qui était aussi un positionnement de niche par rapport aux autres acteurs qui étaient dans la conservation, notamment les acteurs internationaux. Et donc, nous avions mis en avant des approches communautaires très, très fortes et du coup, ça faisait partie de notre identité. Et de là, évidemment, lorsque on constitue un réseau, tout ce qui arrive, vous pouvez beau avoir une même identité sur 2 ou 3 éléments, mais pour la plupart, vous n'êtes pas logé à la même enseigne. Et là, c'est là où commence, je pense, le vrai challenge de pouvoir avoir un réseau qui soit vraiment une famille, comme disait Alexandre tout à l'heure, mais une famille qui se repose sur des piliers lisibles par tous et qui fait la différence et à la fois qui constitue aussi l'identité commune. Et là, il y a tout un travail à faire, mais c'est un travail participatif, c'est un travail que devons faire pour tout le monde parce que ça va aussi faciliter la gouvernance future du réseau. Et là, par exemple, aujourd'hui, pour nous, nous avons établi des critères. Guillaume, le micro, ça a coupé. Allô? Oui, on vous écoute. OK. Donc, je disais que les critères que nous avons établis, mais ce n'était pas tout au début. Hein. Tout au début, il y avait une volonté commune de pouvoir travailler ensemble. Nous avons établi des critères qui étaient, on va dire, minimalistes, que nous affinons au fur et à mesure, très, très rapidement. Après, il y a des questions stratégiques qu'il faut se dire dès le départ pour ne pas se sentir envahi par, évidemment, des membres qui certainement n'ont rien à voir avec l'idée fondatrice, fédératrice et l'idée originelle qui vous a mis ensemble pour pouvoir construire le réseau. Donc, je crois qu'il y a ce travail stratégique qu'il faudrait faire. Ça, c'est en fonction des membres qui sont là, en fonction des besoins, en fonction des challenges que vous voulez relever ensemble. Merci beaucoup, Guillaume. Je vois qu'Alexandre, tu as partagé dans le chat
J'ai fait une petite synthèse de ce que je pense là-dessus. Ouais, pour faire vite, ouais, comme Guillaume, hein, identité, très important, savoir qui on est et savoir voilà, qui on est. Et ça se construit, c'est assez long à faire. Des objectifs communs, ça c'est peut-être moins long à faire, mais ça demande une bonne animation. C'est-à-dire qu'il faut à un moment se réunir et quelqu'un anime le groupe pour définir les objectifs et les écrire. La vision, c'est pareil, il faut définir une vision et les objectifs et une vision, c'est différent, mais ça, c'est pareil, il faut un animateur pour aider à bien saisir ces choses-là. Des locomotives, je vous ai mis dans le chat, ça veut dire qu'il faut des leaders, parce que sans leader avec de l'énergie et des convictions, des motivations et des compétences, enfin des capacités, alors qui sont plus ou moins naturelles chez les uns et chez les autres, à mener un groupe. Voilà. Et un seul leader, ça ne suffit pas, hein, il en faut plusieurs. Et il faut qu'ils soient complémentaires. Et puis, le truc central, après, c'est pour que ça dure, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'à un moment, il y aura toujours des sujets de débat et il va falloir pouvoir prendre des décisions. Et si on n'est pas clair sur la façon de les prendre et ce qui fait qu'on a acté une décision, eh ben, on a des problèmes ensuite parce que les décisions seront remises en question et ce sera les difficultés dans la famille. Voilà. Merci beaucoup Alexandre et Guillaume vraiment pour ce partage sincère de votre expérience et pour nous donner ces conseils. C'est des conseils en or qu'on va vraiment les prendre en compte. Et c'est pour nous vraiment le moment de se dire comment on veut se constituer, comment on veut capitaliser sur notre expérience durant le PPI OSCAN 2 et vraiment de se retourner vers nos ressources déjà qui sont établies parce que déjà on est un réseau, on est déjà une communauté PPI OSCAN qui est vraiment très solide au niveau des 4 pays. Là on n'a pas eu nos collègues de la Libye pour la problématique de langue, mais on va leur communiquer toutes les informations qui ont été discutées aujourd'hui en arabe, comme ça pour qu'ils aient aussi cette information. Donc vraiment on est ouvert à toute possibilité d'échange, que ça soit au niveau national ou au niveau régional. Et c'est le début, c'est le départ. On a lancé donc l'idée et là, on a les contacts précis qu'on peut vraiment toujours les contacter. Et donc, Alexandre et Guillaume ils nous ont donné donc, la possibilité donc, de les contacter, de construire sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Et donc, je vous remercie déjà donc, pour votre temps aujourd'hui, pour votre disponibilité, pour votre volonté et engagement, donc jusqu'au bout. Merci beaucoup pour les gens qui sont restés jusqu'au bout. Et pour vraiment, merci Guillaume et merci Alexandre pour le partage et aussi vos collègues qui sont parmi nous. Donc, Franck, Roméo et Ursula, merci beaucoup. Et donc, on se réjouit pour cette collaboration avec le PPI Afrique et on est la même famille. Déjà, le PPI, il est né déjà en Afrique centrale et de l'Est et de l'Ouest. Et donc, c'est vraiment le PPI OSCAN Afrique du Nord. Il est arrivé après. Donc, on forme partie de la même famille. On travaille ensemble et on est vraiment content de continuer cette collaboration. Et j'espère pour les prochaines phases du PPI OSCAN, donc on va continuer et on va construire sur ces liens qu'on est en train de faire et ces ponts qui sont déjà solides. Et je vous remercie tous vraiment. Et je veux bien faire une photo de groupe si vous voulez tous mettre vos caméras si c'est possible. Comme ça, on peut partager sur nos réseaux sociaux. Et je vais le partager avec vous aussi si vous voulez le faire. Merci beaucoup. Alors, je vais attendre tout le monde. D'accord. Je peux aller, c'est bon? 1, 2, 3. Super. Je vais la garder la photo avant de dire au revoir, parce qu'on ne sait jamais si elle part. Oui, très bien. Alors, je l'ai gardée. Très bien. Donc, il y aura l'enregistrement qu'on va partager avec vous. Il y aura un rapport. Et aussi, je vous demande, s'il vous plaît, Alexandre et Guillaume, de partager avec nous vos présentations. Donc, on va faire un email avec toutes ces informations. Et déjà, vous avez les emails de tout le monde. Prenez le temps, donc l'initiative, donc avancez, prenez des initiatives et contactez, essayez. Et les choses, elles vont avancer. Donc, c'est la volonté. Donc, ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé, c'est de vraiment vouloir faire les choses. Et je pense qu'on est tous dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Houda. Merci tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci à vous À bientôt. et bonjour à vous.
Au revoir. Salut Guillaume. Salut Franck. Merci tout le monde. Au Salut revoir. Alexandre. Salut Ursula. Salut. À tout à l'heure. Au revoir, Ouda. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Voilà.